propose, mais qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et pour l'instant, il n'y a qu'un laboratoire qui le propose. Vous voulez dire donc que dans certains autres pays, c'est au choix finalement de la famille, non remboursé et de façon totalement personnelle. Surtout aux États-Unis, pour l'instant. Une question au fond ? Je voulais simplement poser la question sur le cursus de formation des médecins actuellement. Combien de temps dans leur cursus est-il consacré sur la formation, l'information de la maladie de la trisomie 21 ? Alors, c'est à plusieurs niveaux. Ils ont une sensibilisation en première année de médecine, ensuite en deuxième ou troisième année de médecine selon les facs. Et pour les 2 facs de Lyon que je connais le mieux, il a été mis en place un module complémentaire qui s'appelle Santé de la mère et de l'enfant, où en fait il y a 3 à 4 heures spécifiquement sur ces problèmes du prénatal et du dépistage de la trisomie 21. Et sur le suivi. Et sur le suivi, puisque tu participes sur ce qu'est la trisomie 21, le suivi, les évolutions, le dépistage. Mais c'est facultatif. Mais effectivement, c'est facultatif, ce module. Donc, sinon, en gros, il y a 2 heures obligatoires. Voilà. C'est 2 heures sur un cursus de 6 ans. Ah oui. Madame Landon. Bon, alors je voudrais... Tu ne devrais pas te mettre tout au bout comme ça. Mais j'ai mal à la jambe et donc je l'allonge, excusez-moi. Je voudrais juste dire qu'il y a un papier qui vient de paraître où on compare le dépistage dans différents pays européens. La France est le champion du dépistage. Que ce soit en Hollande, etc., dans d'autres pays. Je ne parle pas des pays où il y a peu où l'avortement est pratiquement interdit. Mais donc ce papier est exemplaire. Et pourquoi je le cite ? C'est que le travail a été fait par des gens en France, par l'INSERM, et c'est quand même l'INSERM, et là je vais faire mon petit discours, c'est quand même l'INSERM qui a énormément poussé au diagnostic anténatal en France, et pas du tout à la recherche. Monsieur Mattei, que j'ai vu il y a 20 ans, pensait qu'on ne pourrait pas faire de recherche et comprendre pourquoi la trisomie 21. Nous lui avons tous donné tort, mais heureusement, il a une position éthique extrêmement intéressante, parce qu'il est aussi concerné dans sa famille, comme tout le monde d'ailleurs. Je voudrais dire aussi qu'il a été dit que quand on a un enfant atteint de trisomie 21, on sait ce que c'est. On a publié il y a très longtemps un document d'une famille où ils ont eu 2 enfants atteints de trisomie 21 et 2 enfants non atteints de trisomie 21. Les 2 étaient complètement différents. Ils croyaient savoir pour le 4e, ils ne savaient rien du tout. Donc on ne sait pas grand-chose, on sait des choses, mais pas grand-chose. Et puis, en liaison avec le diagnostic anténatal, le problème aujourd'hui, c'est une course entre la possibilité de diagnostiquer très tôt et la possibilité de faire de l'intervention à la fois éducative et pharmacologique le plus tôt possible. Si les parents savaient qu'à la naissance, on peut mettre en place un certain nombre de choses qui vont faire que cette maladie, contrairement à ce qu'on croit, ne soit pas d'une particulière gravité, ce qui n'est pas vrai, on pourrait avoir une autre éthique par rapport à ce diagnostic. Puis je voudrais dire aussi que ce diagnostic, ce n'est pas uniquement pour la trisomie 21 et que demain, on va diagnostiquer tout et n'importe quoi et que c'est peut-être à nous, associations et sociétés, à prendre en main cette histoire de l'homme parfait. Alors, je vais juste rebondir sur une diapo sur laquelle je suis passé rapidement. C'est aux États-Unis, c'est un copier-coller pour vous dire le business qu'il y a, où en fait des cliniques proposent des enfants qui vont naître et qui ne seront pas atteints de maladies comme le cancer, l'Alzheimer, les cardiopathies, l'obésité, l'agressivité et les dyslexies. Et les parents payent pour cela, je vous rassure, et on ne peut pas avoir de certitude, c'est mensonger. Commercial et mensonger. Une dernière et on s'arrête après parce que c'est... On garde nos 10 minutes de décalage. Oui, juste une petite question qui peut paraître un peu bizarre. Ces derniers temps, j'ai pas mal voyagé, et notamment sur d'autres continents, et j'ai eu l'impression, peut-être fausse d'ailleurs, que dans certaines parties du monde, il y avait moins de trisomiques. Est-ce qu'on a des études sur ces thèmes? Est-ce que ma vision est totalement fausse? Et qu'est-ce qu'on en sait sur la répartition finalement et le nombre des trisomiques en fonction des zones géographiques?
Alors, Renaud ou Bénédicte pourront compléter, mais pour moi, tout ce que j'ai lu, c'est des maladies ubiquitaires, partout dans le monde, avec une fréquence qui est à peu près équivalente, quel que soit l'endroit du monde. D'accord. Bénédicte avait une dernière question, Oui, je crois. une dernière remarque. Oui, le papier dont a parlé Jacqueline, là, je ne sais pas si c'est celui que je t'ai transmis, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, mais je l'ai lu très rapidement. C'était qu'il comparait les modes d'information du dépistage. Et il semblerait qu'en France, on soit quand même pas très bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, il y a plusieurs types de dépistage en Europe, etc., avec des pays comme l'Irlande qui, en fait, ne rentrent pas du tout sur ce type-là. Et effectivement, on peut dire en France, on est les champions du dépistage. Par contre, on n'est pas les champions de l'information. C'est Et il y a d'autres études qui ont montré qu'il y a plus de la moitié des femmes qui, en fait, n'ont pas compris l'information qui ont été livrées par les médecins. Exactement. Donc, c'est vrai Et en particulier sur la notion de risque. Il faut le lire, ce papier, parce qu'il est quand même très, très intéressant. Et ça concerne autant les généralistes que les obstétriciens. Oui, Bien tout sûr. médecin doit informer qu'il est possible d'avoir ce dépistage. Tous les médecins. Non? Dernière? Je sais pas, le maître de cérémonie, on peut s'en prendre une petite dernière? Non? Allez, une petite dernière, Madame Dessertine. Voilà. Donc je voulais simplement dire que pour les familles, c'était de plus en plus difficile effectivement d'accueillir sereinement un enfant trisomique, parce qu'avec tous ces dépistages et tout, quand vous avez la naissance d'un enfant trisomique, les gens ne comprennent plus. Ils disent, mais attendez, comment vous avez fait avec tous les dépistages qu'il y a? Enfin, on se sent pratiquement coupable, voyez? Et bon, moi, j'ai eu 2 enfants trisomiques. J'ai un karyotype tout à fait normal et mes conjoints aussi. Et vraiment, je suis heureuse qu'à l'époque, il n'y ait pas eu tous ces dépistages, parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être pas réussi à élever ma fille comme je l'élève actuellement. Voilà. Bon, alors bien sûr qu'il faut que la médecine avance, chaque famille a le choix de choisir, mais c'est quand même de plus en plus difficile de faire ses choix. Oui, je peux que être d'accord que le choix est de plus en plus difficile. Et je ne l'ai pas insisté dans cette présentation, mais souvent, quand je vois des familles en anténatale, il y a le choix du regard de la société qui pèse beaucoup. Et puis, quand les enfants naissent, effectivement, et qui n'a pas été dépisté, je l'ai dit, il y a une surprise importante en disant comment ça se fait qu'en 2010, on peut encore avoir un enfant porteur de trisomie 21. Donc, tout un discours avec une image, on va dire, sociétale qui est que c'est plus possible. Et en fait, rarement, mais heureusement, il y a des parents qui nous disent heureusement qu'on ne l'a pas su avant la naissance, parce qu'on n'aurait pas su quel choix faire. Maintenant, il est là, on va s'en occuper. Et donc voilà, c'est effectivement des choses difficiles. Mais il y a un moment, il faut qu'on s'arrête. On a déjà du retard. Merci, merci à vous. docteur Sorlaville. J'appelle Renaud Touraine pour prendre la modération. Bonjour à tous. Donc cette partie va être dédiée à la thérapeutique. Donc on a parlé de dépistage, on parle de soucis, de complications. Et là, depuis peu, on envisage le traitement. Alors c'est pas encore, je parlerai pas de traitement de la trisomie 21 parce qu'en fait ce n'est pas réel, c'est pas ça, puisque le traitement de la trisomie 21 serait de supprimer le 3e chromosome 21, en tout cas le chromosome 21 en excès. On n'en est pas là du tout. Donc de quoi parle-t-on, de quoi va-t-on parler? C'est plutôt de traitement visant à améliorer les conséquences de la trisomie 21. Ce n'est pas un traitement de maladie, puisque comme je le dis souvent, la trisomie 21 n'est pas une maladie. Et la personne la plus à même de nous parler de ses espoirs et de ses possibilités, et que j'ai le grand plaisir d'accueillir ici, donc le professeur Raphaël de la Torre, qui est donc
espagnol qui travaille à Barcelone et qui dirige le centre de recherche en neurosciences de l'hôpital d'El Mar, hôpital de la mer. Ça fait rêver en plus d'être si bien situé. Donc, qui est à l'origine de ce que je considère comme le premier véritable essai de traitement d'amélioration des capacités cognitives dans la trisomie 21, en tout cas d'essais sur des bases rationnelles et bien conduits. Donc voilà, je te laisse la parole et nous expliquer comment les choses se sont faites. Bon, mais merci. Moi, je m'appelle Rafael Latorre, je suis barcelonais. Le français n'est pas ma première langue, alors j'espère que vous pardonnerez mes erreurs en français, en fait en fralan, en franco-catalan. Merci beaucoup de m'inviter ce matin ici à partager avec vous nos recherches dans cette 9e journée mondiale sur la trisomie 21. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on essaie de faire dans nos recherches. En fait, ce qu'on essaie, c'est d'améliorer la vie des personnes avec la syndrome de Down. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas non seulement nous seuls, il y a beaucoup de chercheurs, particulièrement ici en France, mais aussi en Angleterre et ailleurs, qui s'intéressent beaucoup à la neurobiologie de la trisomie 21, à développer des modèles animaux qui sont intéressants, disons, pour évaluer les traitements, et aussi avoir des hypothèses qui permettent de faire la translation de ces modèles animaux aux études cliniques, parce que finalement, nous sommes intéressés à développer de nouveaux traitements pour améliorer, comme j'ai dit, la qualité de vie de ces personnes à syndrome de Down. Il y a 3 grands, disons, aires où on s'intéresse. On s'intéresse à tout ce qui est le développement du cerveau et sa fonctionnalité, ce qui fait à toutes les comorbidités médicales et psychiatriques, et finalement au vieillissement des personnes avec le syndrome de Down et le risque de maladie d'Alzheimer. Si vous voyez ici, il y a un résumé, disons, de plusieurs comorbidités associées à la syndrome de Down. Quelques-uns qui sont centrés en bleu sur le système nerveux central, mais aussi sur le système endocrinologique ou bien le cardiovasculaire, etc. Si vous voyez, on a des options, point de vue thérapeutique. Là, je pense, après je vais un peu raffiner un petit peu ce que je suis en train de dire, mais maintenant je parle strictement de médicaments. Ce n'est pas la solution, mais on est bien positionné pour traiter la plupart des comorbidités, disons, de la syndrome de Down, excepté tout ce qui fait les altérations, disons, du neurodéveloppement du cerveau et sa fonctionnalité. Et en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est travailler sur des stimulateurs cognitifs qui, d'une certaine façon, rétablissent cette fonctionnalité du cerveau. Alors, pour ce qui fait aux essais cliniques, plus rapidement de ce qui est écrit ici, on a fait beaucoup de progrès sur la neurobiologie de la syndrome de Down et on comprend assez bien qu'est-ce qui se passe. Il y a disons, quelques hypothèses de comment s'appliquer pour traiter, disons, tout particulièrement les aspects cognitifs de la syndrome de Down. Mais aussi, et ça on va en discuter un petit peu, on a beaucoup de problèmes, disons d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire une amélioration? Qu'est-ce que ça veut dire ça va mieux? Non, vraiment, ça c'est quelque chose que ça vaut la peine de discuter un petit peu en détail. Bon, en fait, vous m'avez invité pour vous parler d'une étude qui s'appelle TESDAT, qui est une étude en double aveugle avec le placebo qui elle s'intéresse à traiter, disons, les sujets adultes, jeunes, entre 18 et 30 ans, de les traiter avec les ECG. Les ECG, c'est l'acronyme d'un composé qui est dans le thé vert, c'est l'épicalocatéchine galate. Et en fait, ils peuvent être traités, ces sujets, ou bien avec
l'ECG ou bien avec le placebo. L'idée, c'est qu'il soit traité pendant 12 mois. Et après, surtout, ce qui nous intéresse, ce n'est pas non seulement les effets thérapeutiques à 12 mois, mais qu'est-ce qui se passe une fois on retire le traitement? Est-ce que s'il y a quelque chose qui va mieux, est-ce que ceci est soutenu dans le temps, ou bien non, ou bien c'est réversible? Alors, comme on a à peu près 86 sujets à présent qui ont participé dans cette étude, et une chose qu'il faut tenir compte, c'est que je vous ai dit que les personnes avec la syndrome de Down sont traitées ou bien avec l'ECG ou le placebo, mais tous sont traités avec un protocole de stimulation cognitive, c'est-à-dire autant le placebo que les gens qui sont traités avec le TVR, pour des questions éthiques d'un côté qu'on peut discuter plus tard, mais aussi parce que nous ne croyons pas qu'il y ait un médicament magique qui va tout résoudre par rapport à la fonctionnalité du cerveau. Il faut faire travailler ce cerveau en parallèle et il faut combiner des thérapeutiques, disons, ou des thérapies pharmacologiques avec d'autres approches de stimulation du système nerveux. Voilà un peu le schéma de l'étude. Là où vous voyez des seringues, ça veut dire qu'il y a des prélèvements sanguins. Là où il y a des feuilles écrites, ça veut dire qu'il y a des explorations neuropsychologiques. Ou bien, sinon, il y a des études de la composition corporelle. Là, vous avez des capsules, c'est la médication qui est donnée aux familles. Et après, il y a l'option, et ça, c'est commun à tous ceux qui ont participé à l'étude. Comme vous voyez, il y a une évaluation à temps zéro. Après, pendant un mois, ils ne le savent pas, mais ils sont sur le placebo, tout le monde, sans médicaments, sans stimulation. Pourquoi? Pour éviter le biais de l'effet placebo. Évidemment, les expectatives sont très grandes que le traitement va être positif. Alors, il faut éliminer ça pour avoir des mesures plus objectives. Alors, en fait, les personnes sont randomisées qu'après un mois d'être traitées avec le placebo. Et après, comme je vous avais dit, ils peuvent être traités ou bien avec le TVR ou les ECG plus la stimulation cognitive, ou bien avec le placebo avec la stimulation cognitive. Alors nous, on les voit après 3 mois, tous les 3 mois, 6 mois et 12 mois en ayant le traitement, et après on interrompt le traitement pendant 6 mois. Il y a aussi l'option additionnelle qui prend beaucoup plus de temps pour les personnes qui participent à l'étude, et aussi beaucoup plus de ressources économiques, qui est de faire des explorations additionnelles de neuroimagerie et neurophysiologie, qui sont celles que vous avez sur votre droite. Pour ce qui fait la stimulation cognitive, nous croyons que c'est un placebo actif, et nous croyons que c'est intéressant pour les familles parce qu'elles acceptent évidemment. Vous serez les premières à dire la même chose. Moi, je ne veux pas passer un mois avec mon fils traité avec du sucre, au moins qu'il reçoive quelque chose, il a la stimulation cognitive. Voilà. C'est une question éthique, et là, les familles, elles acceptent que peut-être elles ne sont pas traitées avec l'épicallocatéchine galate, mais au moins ils sont traités avec ce placebo actif. Problème pour nous, c'est qu'il faut démontrer que la combinaison de la stimulation cognitive plus l'ECG est bien meilleure que la stimulation cognitive. C'est-à-dire la comparaison n'est pas vraiment avec un placebo neutre, mais avec un placebo actif. Pour ce qui fait à l'évaluation, disons, de ces personnes, évidemment, il y a une composante très importante qui est une batterie de tests neuropsychologiques qui se branchent sur, disons, ou qui s'intéressent à l'attention, la vitesse psychomotrice, la mémoire épisodique et les fonctions exécutives, surtout, qui sont les plus intéressantes. La mémoire de travail, tout ce qui fait l'air de langage, et surtout, tout ça, c'est à voir avec des fonctionnalités, disons, cognitives, mais nous, finalement, ce qui nous intéresse, c'est surtout voir comment est-ce qu'on peut traduire ces changements, disons, dans l'ère cognitive sur le fonctionnement du jour à jour, c'est-à-dire comment sa fonctionnalité adaptative, son fonctionnement tous les jours s'améliore ou non, et aussi, évidemment, on s'intéresse à comment
s'améliorer, oui ou non, sa qualité de vie. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas d'avoir un paramètre qui, par hasard, est significatif, mais qui n'est pas traduit, disons, en pratique dans le changement fonctionnel chez ces personnes-là. Quels sont les problèmes que nous avons dans les tests neuropsychologiques qui n'ont pas été conçus, disons, pour la population, disons, avec le syndrome de Down. Alors, la population avec le syndrome de Down est très performante autour de tout ce qui est visuel. Alors, il faut chercher des tests neuropsychologiques qui soient visuels, pour la plupart, mais d'un autre côté, il y a un problème, c'est que si bien le langage n'est pas une des aires où ils sont les plus performants, par contre, c'est une des aires que si jamais un traitement fonctionne, c'est sur le langage qu'il faut qu'on puisse le mesurer. Si on ne peut pas le traduire sur le langage, ça ne va pas, parce que le langage, c'est très important pour la fonctionnalité, disons, cognitive des personnes. L'autre problème que l'on a global, c'est que pour l'instant, ou pour la plupart, beaucoup des évaluations qui se font sur les personnes avec le syndrome de Down, mis à part les tests cognitifs, elles sont trop basées sur l'opinion des parents, qui est très importante, et elles peuvent ne pas négliger. Mais il faudrait aussi que les personnes avec le syndrome de Down participent, eux aussi, à dire comment ça se passe chez eux, c'est-à-dire quelle est leur qualité de vie. Comment est-ce qu'ils perçoivent s'ils croient qu'il y a une amélioration dans son fonctionnement le jour, non pas ce que les parents rapportent. Ça, c'est compliqué, mais ça, c'est quelque chose, on y travaille. En plus de chercher, disons, de faire l'exploration neuropsychologique, on cherche des biomarqueurs qui sont à voir, dans ce cas-là, sur l'activité, disons, du composite que l'on est en train d'administrer, mais aussi on est intéressé à vérifier que les familles vraiment sont en train de donner, disons, le traitement tous les jours, et surtout aussi d'y avoir des biomarqueurs, disons, qui vont avoir l'efficacité. Nous, par exemple, on a mesuré l'homocystéine qui est en rapport avec un gène qui est le DIRK1A, qui est très important dans la neurogénèse, disons, et dans le développement du cerveau dans la trisomie 21. On est en train, du fait qu'il y a 3 copies, on est en train un peu, disons, de moduler l'excès d'activité de DIRK1A. Ceci se traduirait dans le cas de la homocystéine. Typiquement, les personnes avec la trisomie 21, ils ont des taux plasmatiques de homocystéine qui sont très faibles. En fait, c'est pas vrai. Ils sont assez normaux, mais c'est plutôt dans le assez faible. Mais si jamais on donne un inhibiteur de ce gène, il faudrait voir une augmentation, disons, des niveaux plasmatiques d'homocystéine chez les personnes qui, en principe, recevraient les ECG. Et au moins, il y a un traitement où très nettement, on voit une amélioration pas une amélioration, mais un grandissement, une croissance des niveaux d'homocystéine. D'autres biomarqueurs qu'on s'intéresse, c'est par exemple la neurophysiologie. On a fait beaucoup de neuroimagerie aussi, mais en 20 minutes. C'est la neurophysiologie que je vous ai raconté très rapidement. On fait une technique qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Ça consiste très simplement à appliquer un champ magnétique sur le cerveau, sur certaines aires du cerveau, pour stimuler des neurones corticales. Et cette stimulation magnétique se traduit dans une flexion musculaire. Vous comprenez? Je stimule ici et je provoque la contraction musculaire. Alors, ceci se passe parce que, d'une certaine façon, de cette stimulation corticale avec ce champ magnétique a provoqué la contraction. On met en œuvre pas mal de neurones, non seulement les corticales, mais d'autres, plus petites, mais qui sont très importantes pour l'équilibre de stimulation-inhibition du cerveau. C'est spécifiquement le système du GABA et du glutamate. Et ici, en rouge, vous avez comment ça se passe pour la population non trisomique, et en noir, vous voyez ce qui se passe pour la population trisomique qui a été contrôlée à 3 mois, 6 mois et 12 mois. Comme vous voyez, sans faire beaucoup de statistiques, vous voyez que si vous comparez le rouge avec les autres 3 cinétiques, ça veut dire que c'est très différent. C'est-à-dire que nous avons des problèmes très graves de connexion des
des neurones dans le cerveau, c'est-à-dire une pauvre, très pauvre plasticité synaptique. Quand on va au traitement, il y a un traitement où vous voyez que ça se passe à votre gauche, le traitement A, vous avez toujours la même réponse, c'est-à-dire même à 3, 6 mois, 12 mois, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de changement. Par contre, on a un autre traitement où vraiment à 12 mois, vraiment, là on retombe sur une bien meilleure connexion synaptique, et ce qui est d'accord en plus avec des mesures faites en neuroimagerie pour les gens qui sont traités avec ce traitement. Le résumé, c'est un point de vue sécurité pour ce qui fait au traitement des personnes avec le syndrome de Down à 12 mois après un autre traitement, et en supposant donc, que les traitements c'est actif. A et B pour l'instant, parce que, comme vous voyez à la fin, disons, de cette diapo, il faut attendre à peu près à la Saint-Jean pour vous donner une date pour dévoiler le code de l'étude. C'est-à-dire à présent, on travaille sur A et B, il y a un traitement A, un traitement B. Il y a un traitement A où il y a des choses qui ne se passent pas, un traitement B qui y a des choses qui se passent. Mais pour l'instant, on est à ce niveau-là. Alors, en faisant l'hypothèse d'un traitement actif, les traitements sont bien tolérés, tous les deux. Pour ce qui fait la cognition, les effets estimés positifs de l'efficacité du traitement montrés sur la fonction de mémorisation, exécution et fonctionnement dans la vie quotidienne, ils sont là. Ils sont pas très importants, mais c'est vrai qu'ils sont liés à l'amélioration fonctionnelle et sont cliniquement relevants. Et surtout, pertinents. Et surtout, ils sont bien liés à des changements qui sont en train de s'opérer au niveau du cerveau. C'est pas que ça va mieux sur la mémoire. En plus, on voit à la neuroimagerie comment ces aires qui sont responsables de cette activité, ils ont changé pendant les 12 mois. Vous voyez, il nous faut quelque chose. Ce n'est pas de la magie qu'on est en train de faire. Il nous faut toucher vraiment ces changements qu'on observe. Il faut toucher sur le cerveau et voir qu'il y a vraiment des changements qui opèrent. Alors, l'imagerie cérébrale, on observe l'activation des zones liées aux fonctions exécutives, qu'en fait, c'est des zones où l'on observe plus de changements. Pour la neurophysiologie que je vous ai montré, il y a une amélioration de l'équilibre facilitation-inhibition, c'est-à-dire ce que vous avez dit, de comment des neurones corticales arrivent à provoquer la contraction musculaire avec l'aide de cette interconnexion entre neurones. Et finalement, les marqueurs biochimiques, ils changent dans le sens où on s'attendait. Alors, peut-être je m'avance sur la question. Bon, ben, what's next? Qu'est-ce qui va se passer après la Saint-Jean? D'un côté, on est en train de travailler avec une entreprise franco-catalane pour développer une médication. Parce que le fait c'est que maintenant, on travaille avec un extrait de thé vert américain, mais nous, on ne voudrait plus travailler avec un extrait de thé vert avec le composé qui est actif, parce que ceci, ce n'est pas seulement esthétiquement plus joli, c'est parce qu'en fait, vous recommandez aujourd'hui de partir sur Internet ou sur les pharmacies à vous acheter des extraits de thé vert. Je vous tromperai. Pourquoi? Parce que la qualité est extrêmement variable. La composition aussi. Et c'est un bazar. Alors, parler d'extrait de thé vert, ça veut dire très peu de choses. Spécifiquement en pensant à un traitement. Prenez-en, ça va pas mal de prendre du thé vert, mais ça ne va pas améliorer la cognition des personnes avec la trisomie 21, excepté qu'il y a quelque chose qui se fasse comme il faut. Si jamais on est capable de réunir des ressources économiques, ce qui n'est pas facile du tout, on voudrait faire une étude là à présent avec les enfants, parce qu'en fait, évidemment, c'est les enfants et surtout les plus petits qui plus bénéficieraient d'un traitement comme celui-ci. Nous, on a commencé par les adultes jeunes pour des questions éthiques vis-à-vis de l'Agence européenne des médicaments, mais évidemment, la cible, c'est les tout petits. C'est là où il y a la grande potentialité d'amélioration, ça c'est sûr.
De toute façon, on est en train de travailler sur, comme je vous ai dit, nous, le concept de traitement, ce n'est pas une dragée ou une pilule magique, ça n'existe pas. C'est une combinaison de traitements pharmacologiques et aussi d'autres approches comme la neurostimulation, par exemple. On est en train d'essayer maintenant la stimulation cognitive, surtout avec des jeux. Les gens qui ont la trisomie 21 adorent les jeux, ils adorent les tablettes. Et c'est avec ça qu'on va introduire beaucoup d'aspects cognitifs pour le traitement. Et aussi, il faut améliorer beaucoup sur les outils d'évaluation, sur ces échelles de qualité de vie qu'on veut développer, où il y a les personnes avec symptômes qui participent beaucoup plus activement, disons, là. Il y a 9 ans, et là je finis, il y a 9 ans, il n'y aurait rien à vous raconter. On serait en train de discuter la neurobiologie de la trisomie 21, mais il n'y avait rien de tout comme perspective. Cette semaine, avec Renaud Touraine à Barcelone, on était réunis, convoqués par la boîte pharmaceutique Roche, qui est en train de développer aussi un traitement pour le syndrome de Down aussi. Ça veut dire que d'une initiative, disons, publique privée, comme serait l'étude TESDAT, où vient disons, par ce qu'il est en train de faire, par exemple, Roche, il y a des choses qui se passent, et des choses qui sont très intéressantes. Toutes les deux sont très intéressantes. 2 ou 3 ans, il faut avoir de l'espoir. Moi, je crois qu'on va aboutir à avoir un vrai traitement, quelque chose qui dit, tiens, il y a quelque chose vraiment qui se passe, ça vaut le coup de rentrer là-dedans. Merci. Merci Raphaël. Je suppose que des questions vont se faire jour. Et donc, qui veut se lancer? Qui veut poser une première question? Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut anticiper déjà, et admettant que ça devienne un traitement, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des effets secondaires possibles qu'il pourrait y avoir d'un surdosage de ce traitement ou d'une automédication non contrôlée? Tel que je vous ai dit, les traitements sont sûrs. Là, maintenant, on a fait déjà une étude pilote, il y a 3 ans, sur 60 personnes. Maintenant, on a fait une étude, disons, avec presque 90 personnes. Et il n'y a pas d'effet secondaire ou adverse, quoi que ce soit. Et de toute façon, une fois dit ça, moi je voudrais que, je crois que que ce soit le thé vert ou que ce soit évidemment Roche, dans le cas de Roche, les personnes ne se demanderaient si un médecin devrait être le responsable de prescrire ces traitements, non? Et du fait qu'on parle de l'EGCG, oh c'est le thé vert, c'est écolo, c'est vert, c'est sûr, il n'y a rien qui va se passer, c'est formidable. Et ça, c'est moi qui peux aller sur le supermarché l'acheter. Moi, je crois qu'on a tort à penser ça. Tous les traitements doivent être prescrits par des médecins, la suivi doit être faite par des médecins, et vous êtes en train de faire quelque chose de sérieux, c'est pas du rigolo là. Et même si c'est un extrait de thé vert, il y a des doses qu'il ne faut pas dépasser, ou bien des doses que ça ne sert à rien, c'est joli de donner ça, mais ça n'a aucun effet. Oui, pour compléter un tout petit peu la réponse, c'est vrai que le GCG est une molécule active. Lorsqu'on la prend par la bouche, son absorption est relativement faible, donc ce qui fait que les doses qu'on arrive à véritablement avoir dans le sang ne sont pas si élevées que ça. Mais on sait que potentiellement, si on avait des doses très importantes dans le sang, ça serait sûrement mauvais chez tout le monde, et ça jouerait sûrement sur le fonctionnement cérébral. On a des modèles animaux aussi pour penser ça. Donc une question ?
Je trouve que le langage au niveau des trisomiques est une grosse difficulté pour se faire comprendre. Et ça, c'est assez important, je pense. Vous avez raison, mais il faut y arriver. On ne va pas y renoncer. Moi, je crois que mon expérience, c'est que les personnes avec trisomie 21 comprennent beaucoup plus de choses que celles qui sont capables de verbaliser. Voilà. Et moi, il faut qu'on soit capable de tout ce qu'on est en train de comprendre, de savoir, de le traduire dans quelque chose. Peut-être le domaine verbal, ce n'est pas le plus adéquat dans certaines circonstances, mais on va y arriver. Pas de problème. Michel ? Deux petites remarques et rebondir sur ce que disait Raphaël tout à l'heure. Le thé vert, le CGC purifié, traité, pas d'effet secondaire. Méfiez-vous de la tendance écolo, entre guillemets, qui consiste à aller acheter du thé vert chez l'herboriste du coin. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, on a eu une épidémie, entre guillemets, d'hépatite toxique liée à un thé vert frauduleux qui avait mal fermenté. Donc c'est un médicament, ce n'est pas de la phytothérapie, et pour le moment, il n'est pas sur le marché. Attendez que ça soit fini. Et la deuxième, c'est une remarque qui m'est venue il y a quelques secondes, pendant que vous étiez en train de terminer, qui fait quelque part le lien avec l'intervention précédente. Madame Dessertine disait, quand elle pensait à la difficulté des jeunes couples ou des couples actuels d'accueillir un enfant en leur disant « mais enfin, pourquoi quelque part », enfin, vous me direz, Madame Dessertine, si je me trompe ou si j'ai mal transcrit, pourquoi vous l'avez gardé alors qu'on a tout pour le diagnostiquer? Eh bien, on arrive quelque part à l'idée d'un traitement au moins d'une partie des effets, ce qui fait le lit de votre réponse. Pourquoi on l'a gardé? Parce qu'effectivement, à votre demande, quelque part, j'ai ouvert la consultation de trisomie il y a 10 ans, il n'y avait aucun espoir de traitement. On est 10 ans plus tard et le paradigme a complètement changé. Et donc, on peut espérer que dans 10 ans, le paradigme aura encore complètement changé et qu'on fera un diagnostic pour pouvoir les traiter tôt et non pas pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec. Voilà. Vous avez évoqué l'essai Roche. Est-ce que vous pourriez faire rapidement une comparaison sur le plan des principes? Je veux dire, bon, j'ai bien compris que dans l'un et l'autre cas, l'essai consiste à tester une molécule pour éviter la surexpression ou contrer la surexpression d'un certain gène. Alors, ce n'est pas le même gène dans l'un et l'autre cas, mais est-ce que c'est des voies complètement différentes ou est-ce que finalement c'est des voies concurrentes, si l'on peut dire? C'est-à-dire, est-ce que les gènes concernés sont des gènes qui ont des fonctions qui sont complètement différentes, etc. Oui. L'étude de Roche, disons le départ de la démarche de Roche, c'est d'observer un fait qui est certain, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'activité stimulatrice et inhibitrice dans le cerveau par rapport aux activités du GABA et du glutamate. Disons que dans le cerveau trisomie 21, il y a un excès de GABA. Alors ce qu'ils ont fait, c'est un peu, vous avez le temps, j'espère. Disons, le récepteur du GABA a plusieurs composantes. Il y en a quelques-unes qui sont assez spécifiques de certaines zones du cerveau qui sont très importantes pour la cognition. Par exemple, l'hippocampe. C'est là où on travaille beaucoup. Ce qu'on appelle la mémoire, c'est là que se construit, là, sur l'hippocampe. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est des gens qui connaissent le GABA depuis très longtemps. En fait, le Valium, c'est un des produits qui interagit avec ce récepteur. Ils ont fait un produit, disons, qui inhibe cet excès de GABA sur une subunité qui pratiquement seulement s'exprime sur l'hippocampe et sur certaines zones corticales. Alors, disons conceptuellement, c'est un produit qui cible un système, disons, qui est en excès et sur des régions plus cérébrales très spécifiques qui sont, ça c'est vrai, importantes, disons, dans le contexte de la trisomie 21.
Quel devrait être le résultat de, disons, d'inhiber cet excès d'activité? Améliorer la plasticité synaptique, c'est-à-dire améliorer la connectivité, disons, du cerveau. Critique, parce que moi je ne suis pas Roche. Hein. Les potentiels critiques qui ciblent vraiment seulement un centre du cerveau, et le problème de plasticité synaptique, c'est bien plus généralisé. Ce n'est pas quelque chose qui affecte uniquement, exclusivement l'hippocampe, mais d'autres zones du cerveau. Les ECG, par contre, nous croyons que ça fonctionne par des récepteurs stéroïdiens, neurostéroïdiens, et ça, il a un effet partout, non seulement dans l'hippocampe, mais dans tout le cerveau. C'est tout le cerveau, c'est toute la plasticité synaptique du cerveau qui est améliorée. Et dans le sens, est-ce qu'ils sont concurrents ou non? Moi, je crois que même on pourrait penser à être complémentaires, en fait. Voilà. Oui, monsieur? Oui, je voulais juste intervenir en tant que responsable d'un centre de formation qui est sur Villeurbanne et où nous travaillons en tant qu'enseignants spécialisés sur tout ce qui concerne l'informatique notamment. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé de voir qu'au niveau de votre présentation, vous avez utilisé l'outil informatique, notamment par rapport à un certain nombre de stimulations cognitives, d'accord ? Au niveau du terrain, avec quelques expériences et un petit peu de recul, je peux témoigner ici qu'au niveau notamment de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, la tablette en particulier apporte des résultats intéressants. En France, rien. Hein, on a très très peu de choses au niveau recherche dans ce domaine-là. Alors nous travaillons avec des orthophonistes, des ergothérapeutes, mais on sent qu'il y a des voies d'avenir un petit peu autour de ces choses-là. Ce qui veut dire que dans les années qui viennent, il y a alors vous évoquiez tout ce qui est possible à travers les jeux. Voilà. Et deuxièmement, aujourd'hui, il faut savoir que techniquement, par exemple avec une tablette, on a la possibilité d'avoir des personnes au niveau informatique qui peuvent nous monter des programmes, à condition évidemment que ce soit construit dans des protocoles extrêmement rigoureux et tout ça. Je vois toutes les précautions que vous avez signalées. Et je crois que alors les stimulations au niveau de la mémorisation, là c'est nettement plus compliqué, à mon avis. Hein. Voilà, donc notre expérience n'est pas suffisamment importante, mais je crois que ce sera important qu'effectivement se développent des zones de recherche qui soient à la fois en articulation avec différents secteurs, en particulier le secteur scolaire et formation, où de fait on avance sur ces questions-là. Et je crois qu'il y a des champs d'investigation extrêmement nombreux à développer en partant des jeunes tels qu'on les a, nous, parfois de temps en temps, pour essayer d'avancer sur ces questions-là. Alors, sans instrumentaliser, évidemment, la question du support informatique, mais plus de le voir comme un moyen d'être vraiment dans des situations de stimulation. En fait, c'est ce que souhaitent les familles. C'est bien une stimulation dans un certain nombre de situations. Par contre, en inconvénient, face cachée de la pièce, c'est qu'on se retrouve avec souvent, effectivement, un certain nombre de parents qui attendent sur ces nouveaux outils beaucoup trop de choses et qui investissent avec une espèce d'effet placebo, justement, un peu anticiper un peu par rapport à ça. Et donc, je reviendrai sur un point que vous avez signalé tout à l'heure, qui est l'environnement autour du jeune, autour de la personne, qui joue un rôle fondamental. Et puis, dans le quotidien, ça doit être à côté de tas d'autres stimulations du quotidien, où là, les familles ont un rôle essentiel à jouer. Bon, quelques réflexions. D'accord. Donc, je pensais que ce n'est pas vraiment une question, donc c'était plus un commentaire. Une autre personne au fond qui lève la main depuis un moment. Bonjour. Donc je rebondis aussi, c'est bien en fait ce que vous avez dit, puisque ça me permet aussi de m'appuyer et de vous donner un retour. Donc avec ma collègue, en fait, on est chercheurs en sciences du langage et en sciences cognitives. Donc c'est vrai, ce matin c'est une approche un peu médicale qui est montrée ici, donc je pense que c'est un côté de la balance qui est important, c'est sûr. C'est une approche que vous avez montrée ce matin qui est centrée sur le cerveau. Donc en neurosciences en fait, et en sciences cognitives, il y a deux types d'approches. Donc il y a celle qui va vraiment chercher à décrire la structure du cerveau et son fonctionnement. Et puis il y a une autre approche qui est celle qui va chercher à voir comment, en modifiant l'environnement, on peut aussi modifier le cerveau.
Donc, quand vous disiez qu'il y avait des bons espoirs pour le langage dans les 50 années à venir, il faut quand même savoir qu'il y a une recherche énorme qui se fait en sciences cognitives sur ces aspects de prise en charge précoce du langage aux États-Unis depuis très longtemps, notamment par une personne qui s'appelle Libby Cummins, et qui a écrit un livre qui est publié en anglais et qui est un livre qui est bourré de ressources pour les parents pour pouvoir suivre la progression de leur enfant, pour pouvoir les prendre en charge précocement. Et notamment un point important qui est d'utiliser la gestualité pour aider l'acquisition de la parole. Donc voilà, en fait, ce que je voulais juste, comme on était là aujourd'hui, et que du coup, je trouve que c'est complémentaire aussi avec vos approches qui sont plus centrées, qui sont plus neurophysiologiques finalement. C'était pour dire qu'il fallait quand même bien garder en tête que le développement du cerveau, évidemment, il dépend beaucoup de l'environnement, que nous, on utilise les tablettes, effectivement, les nouvelles technologies, et pour dire qu'il y avait quand même une grosse recherche qui était faite là-dessus, et pour donner ce nom aussi, Libby Cummins, pour les gens qui sont ici, et qui ont envie aussi, pour les parents aussi qui sont ici, et qui ont envie d'avoir des ressources pour suivre le langage de leur enfant. Tout à fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Raphaël a mentionné que dans son étude, il y avait un versant stimulation cognitive par des outils. Et il faut rappeler que ce qu'a présenté Raphaël, c'est une étude. C'est-à-dire qu'on veut vraiment comparer des situations. C'est caricatural, ce n'est pas ce que l'on veut pour l'avenir. Là, on veut étudier et essayer d'avoir une réponse à la question. Oui, monsieur ? Oui, je conçois bien les réticences vis-à-vis de l'automédication avec des produits, avec des extraits de plantes. Je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a effectivement certains extraits de plantes ont des toxines associées diverses et variées dues à d'une mauvaise origine, mauvaise préparation ou ce que l'on veut. Mais pour la substance active elle-même, est-ce que vous avez commencé un programme de toxicologie préclinique ? Est-ce que vous avez quelques idées sur les effets à trop forte dose? Est-ce que vous avez commencé cette phase? Pour ce qui fait à la SGCG, on a plein de données parce que, en fait, le NCI, le National Institute of Cancer, ils ont développé tout un programme pour évaluer ce composé pour la prévention du cancer aux années 80, quelque chose comme ça. C'est une des molécules les plus étudiées du monde, du point de vue toxicologique. Il y a un dossier comme ça. Ils ont, dans le contexte, disons, du traitement du cancer, ils ont donné des doses auxquelles jamais on n'a rêvé de se rapprocher, ni par hasard. On a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Il y a très peu à faire là-dessus. Donc le problème de l'automédication, c'est pas tellement une question de dose, c'est le problème de la qualité de l'extrait tant qu'on est réduit aux extraits. Parce que vous concevrez bien que c'est difficile pour des parents de dire c'est très bien, dans 5 ans, 6 ans, on aura une solution, mais dans 5 ans ou 6 ans, il aura 5 ans ou 6 ans de plus, hein, et on aura passé et on aura perdu des occasions. Donc c'est quand même une question importante. Oui, non, mais ce qu'il faut éviter, c'est du fait que l'on croit que c'est un produit naturel, c'est des problèmes parfois qu'il y a eu, il y en a eu, il ne faut pas se cacher, sur des personnes qui ont décidé de maigrir. Alors c'était un produit naturel, et ils ont commencé à prendre des tonnes et des tonnes de ce produit-là, et finalement ils sont arrivés pas à maigrir, mais à avoir des problèmes dans le foie. Ça c'est sûr. Alors moi je crois qu'il faut prendre ce genre de produit. C'est une question conceptuelle. C'est pas une question de. C'est pas parce qu'un médicament il est sûr qu'on va pas demander au médecin de le prescrire. Oui ou non? Mais ça c'est la même chose. Même si on n'envisage pas des problèmes de toxicité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière là. Pourquoi? Parce que les personnes avec les trisomies 21, ils ont beaucoup de comorbidités. Il faut savoir si jamais quelque chose, un effet, n'a rien à voir avec les comorbidités de trisomie 21 ou bien est attribuable, disons, au traitement. Hein? Et ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas des effets attribuables au traitement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent pendant un an d'une personne avec la trisomie 21. Et il faut qu'il y ait un médecin là derrière. Jacqueline Alors, trois petites questions. Est-ce que vous avez dans votre population regardé si le GCG a un effet sur deux aspects qui
sont importants aussi pour la trisomie 21, c'est le sommeil, puisque comme Bénédicte l'a dit, il y a à peu près 40% des enfants qui ont de l'apnée du sommeil, voire un peu plus encore pour la fragmentation. Est-ce que dans votre population, vous avez pu poser des questions autour de ça? Et puis le GCG, ça a été publié, a aussi à voir avec les problèmes de peau, et comme ils ont aussi des problèmes de peau, est-ce que en side effect, vous avez pu voir quelque chose? La troisième question, c'est, on sait qu'il y a, aux États-Unis en particulier, au Canada, des gens qui ont pris les concentrations qui ont été plutôt publiées dans votre essai pilote. Est-ce qu'on a un retour? Je sais qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui rassemble ces cas isolés. Est-ce qu'on a un retour sur ces cas isolés avant que l'essai clinique soit concluant? Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que finalement, il n'y a pas d'opposition, et vous l'avez très bien montré, entre les effets des apprentissages précoces et de la stimulation et les effets pharmacologiques. Ils seront complémentaires. Peut-être qu'il faudra prendre 2 médicaments, 3 stimulations. Et je voudrais féliciter l'Espagne parce que je me rappelle le congrès international Down Syndrome il y a au moins 15 ans à Madrid. C'est la première fois où j'ai vu des programmes d'apprentissage pour les enfants atteints de trisomie 21, pour leur fonction exécutive, apprendre à s'habiller, apprendre à regarder l'heure qui passe. Et à cette époque, l'ordinateur était inconnu en France, et comme je l'ai entendu, il n'est pas encore très connu. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que l'apprentissage par l'ordinateur, ça permet à l'enfant ou à l'adulte d'être autonome. Il a son propre rythme, et ce n'est pas comme le professeur qui regarde derrière son dos. Pour rééquilibrer un peu les choses, même si vous voulez féliciter l'Espagne, vous savez très bien que cette étude, elle a été possible grâce à la solidarité française. Alors, on est match nul là. Vous m'avez posé pas mal de questions. Sommeil, oui, on a regardé ça. On regarde ça parce que ça nous intéresse et surtout, on s'intéresse aux problèmes qui ont été évoqués ce matin dans les études chez les tout petits, chez les enfants. C'est là qui nous intéresse beaucoup, disons, les problèmes de sommeil et d'apnée obstructive, disons, dès qu'on va commencer les études sur les enfants. On a passé des questionnaires, il y a le Pittsburgh, quelque chose comme ça, questionnaire pour la qualité du sommeil. Disons, on n'a rien vu de très particulier, mais de toute façon, c'est... Bon, on s'intéressait à la qualité du sommeil, elle n'a pas trop varié, ni dans un sens ni dans l'autre. Sur la peau? Et non, sur la peau, il n'y a pas de problème sur la peau, pas du tout. Madame avait une question depuis un moment. Concernant les essais futurs sur les enfants, est-ce qu'il y aura des parents, des familles françaises qui seront impliquées dans ces essais? Nous, on a une petite fille de 4 ans, donc on pourrait peut-être effectivement être intéressé par cette étude, mais en France. Je comprends très bien. Il y a 2 semaines, là, on vient de déposer une lettre d'intention. Une lettre c'était un peu plus que ça. Mais de toute façon, c'était un projet qu'on a envoyé à l'Union européenne. Et c'est un projet européen où il y a Saint-Étienne qui participe pour faire des études multicentriques, disons, en Europe, aussi bien sur les tout petits que sur les plus âgés. C'est-à-dire sur les personnes avec la syndrome de Down de plus de 35 ans, ou bien les tout petits, à partir de 2 ans, quelque chose comme ça. Alors, l'idée est là, mais le problème, c'est comme toujours un problème de ressources. L'autre jour, avec Renaud, quand on voyait les moyens déployés par Roche et ce qu'on fait nous ici, c'est... Donc d'ailleurs, oui, il y a, outre l'essai sur le GCG, il y a l'essai de la société Roche qui va débuter avec 4 centres d'inclusion en France, Montpellier, Lyon, Paris et Saint-Étienne. Mais avec un nombre très réduit de personnes, ça va représenter à peu près 20 personnes, 5 par centre. C'est un essai contre placebo également.
Voilà. Mais vraiment, on en est au stade d'essai parce que, comme l'a dit Raphaël, il faut vraiment savoir où on va. Ça ne sert à rien de se bourrer de substances qui ne sont pas actives ou qui ont des effets secondaires. Voilà, il faut savoir vraiment où on va. Et bon, je pense que le temps tourne un petit peu. Je vais prendre peut-être une dernière question. Oui, je voulais dire, en tant que personne trisomique, le surpoids est quelque chose d'assez important. C'est vrai. Et disons, dans le projet européen, on n'a pas rentré là-dessus, mais nous croyons beaucoup aux interventions nutritionnelles aussi. Je crois qu'elles sont intéressantes au point de vue du fonctionnement du système nerveux central. Mais pour ce qui fait au traitement avec les GCG, nous, on est en train de regarder la composition, disons, corporelle des personnes parce qu'il y a une réduction du poids qui n'est pas négligeable, est intéressante. C'est intéressant, disons, la proportion de graisse et de mer qui change, c'est intéressant. Voilà, vraiment la toute dernière, parce que vous avez insisté, madame. Oui, juste, on n'a pas de réponse à la question de Jacqueline, s'il y avait eu un retour sur les personnes qui avaient pris l'extrait aux États-Unis. Est-ce que, parce qu'il y a des gens qui prennent de l'EGTG comme ça, est-ce que vous avez connaissance d'informations issues de ces gens qui prennent un peu... Non, nous, on connaît, parce qu'en fait, il y a des familles, disons, qui ont des enfants tout petits, qui connaissent, disons, ces études qui se font chez les adultes jeunes et qui veulent faire des choses aussi de son côté. Alors, il y a des gens qui viennent chez nous. Est-ce que vous pourriez nous donner un traitement? Mon petit-fils, c'est pas quoi. Et ça, c'est pas, il n'y a pas du placebo, c'est contrôlé. Mais au moins, on leur dit, bon, mais si vous voulez faire ça, il faut que vous veniez ici tous les 3 mois pour être exploré votre fils. C'est nous qui va vous donner l'extrait, etc. Et c'est sur ces conditions-là qu'il y a peut-être une douzaine de petits enfants un peu de partout, de Belges, de Belgique, de France, de l'Espagne, un peu de partout. Et ça va. Pour l'instant, ça va très bien. Ça, c'est mon retour particulier, mais c'est vrai qu'il y a un biais très important du fait qu'il n'y a pas de placebo. C'est bien toléré, les familles sont contentes, mais peut-être ils seraient contentes aussi en prenant du sucre. Alors, je ne veux pas vous tromper du tout, mais de toute façon, pour l'instant, notre expérience est bonne et je n'ai pas de référence, malheureusement, pour ce qui Jacqueline évoquait de ces cas de ces gens-là aux États-Unis. Et pour terminer, donc ce que tu espères, c'est qu'il y ait une société qui fabrique de l'EGCG purifié avec éventuellement d'autres substances pour l'accompagner, pour lequel on ait une meilleure certitude dans ce que l'on donne et ce que l'on peut délivrer, et à partir duquel on pourra travailler non seulement sur les essais futurs, mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra recommander, mais cette société est en train de développer ça, et puis il faut qu'on va faire un minimum d'essais aussi en termes d'absorption de l'EGCG, des concentrations qu'on observe et de la dose qui serait utilisable. Ça, on n'a pas encore tout à fait la réponse, parce que si on change de formulation, c'est peut-être pas tout à fait la même dose aussi. Bien, merci.